Bonjour et bienvenue dans cette seconde vidéo où nous allons continuer de raconter l'histoire de Leonardo da Vinci. Cet enfant n'est pas légitime car conçu hors mariage. Nous ne savons pas précisément ce qui lui est enseigné, si un éducateur a suivi ses premiers pas en dessin. Nous ne savons pas non plus quelle personnalité en relation avec son père il a pu côtoyer, et nous ne faisons que présumer des œuvres qu'il a pu par exemple observer dans les églises. De nombreuses familles se partagent le pouvoir et c'est généralement la plus riche ou la plus forte qui écrase toutes les autres. Il récolta le fruit d'esprit brillant de son époque dont il sut s'entourer, tout en se constituant un cercle d'érudits, raison pour lesquelles il sera plus tard surnommé le Magnifique. Leonardo et sa famille emménagent pour ainsi dire au bon moment, au début du règne de ce jeune souverain éclairé, particulièrement enclin à protéger les artistes. Arrivé dans l'atelier, Leonardo devint l'élève, mais également l'assistant de Verrocchio, parmi d'autres élèves et assistants parfois plus âgés que lui. En tant qu'assistant, il lui était demandé de préparer les pigments et les surfaces destinées à accueillir la couche picturale, pour que le maître n'ait qu'à appliquer les couleurs et créer. Il ne fait aucun doute que Leonardo a participé, peut-être même servi de modèle, ou du moins assisté à toutes les étapes de la création de cette œuvre. De telles occupations font également partie des fonctions d'un artiste de cour, et Leonardo y prit une part active. Attention, observation, sensibilité sont autant de qualités qui peuvent être rapprochées à l'expérience qu'il a acquise au cours de sa jeunesse, dans la campagne toscane. Que cette légende soit vraie ou non, le baptême du Christ reste le point culminant de l'apprentissage de Leonardo chez Verrocchio. Plus réel que la réalité, avait écrit Vasari. Voilà une notion particulière qu'il convient de se souvenir lorsque l'on se repenche sur les quelques œuvres produites dans l'atelier que nous avons étudiées jusqu'à présent. Aussi loin que nous pouvons remonter dans son travail, ce jeune homme était déjà capable d'une incroyable capacité d'observation et d'une certaine autonomie vis-à-vis de son maître. On lui prête régulièrement cette phrase « Il est bien malheureux l'élève qui ne surpasse pas son maître » et à son grand-père l'avertissement « Ouvre l'œil ». Ces allocutions assez romancées nous permettent toutefois de saisir son rapport à la nature et l'application de son expérience dans sa peinture. Leonardo avait prouvé bien des fois qu'il pouvait s'assumer techniquement. Il quitte par conséquent l'atelier de Verrocchio. Nous sommes aux alentours de l'année 1478. À la fin des années 1470, Leonardo est encore occupé par la production de Madones, rien de plus normal lorsque l'on sait qu'il s'agit d'un thème à l'iconographie bien établi et également très demandé à l'époque. On comprend qu'il s'agit là d'un moyen pour s'assurer des commandes, une garantie plus que bienvenue pour un jeune peintre comme lui, désireux de vivre de son art et de se tailler une place de choix sur la scène artistique de Florence. C'est pourquoi, alors qu'il était tout à fait capable de réaliser des œuvres de grand format comme le baptême du Christ, il se concentra sur de nombreuses études destinées à un tableau de dévotion privé aux dimensions modestes. Dans ces études transparaît une étonnante recherche de mouvement pour un sujet aussi rigoureusement stable que celui des Vierges à l'enfant, et ce mouvement vient essentiellement de l'enfant qui cherche à garder dans ses bras un chat. Au début, l'enfant bascule, s'écarte de sa mère qui, elle, reste immobile. Leonardo a compris que son rôle n'était pas assez fort, aussi bien dans la composition que vis-à-vis de son fils. Elle restait là, inactive, au visage doux mais presque insensible au fait qu'il puisse tomber. C'est ainsi que dans les études suivantes, elle se rapproche, le serre bien plus contre elle, passe sa tête au-dessus de l'enfant pour regarder le chat. Mais comme nous pouvons le voir, la forme de l'œuvre, arrondie dans la partie supérieure, avait été fixée entre-temps. Le déséquilibre était trop important, toutes les figures étaient tournées vers la gauche et laissaient ainsi un grand vide à droite. Leonardo la fit se détourner. Au recto de cette même feuille, elle ramène même l'enfant de l'autre côté. Une fenêtre est placée juste au-dessus pour habiller l'espace et apporter un peu de clarté. Mais le petit Jésus ne regarde plus sa mère depuis la précédente étude. Le chat, non seulement un symbole qui lui est associé de manière moins évidente que celui du chardonneret, est devenu un problème d'interaction. Il disparaît une fois la couche picturale appliquée sur la toile. Les deux protagonistes sont désormais bien plus liés non seulement par leur activité, leur apparente complicité, mais également par la pose qu'ils partagent, établie auparavant par un autre dessin. La jambe gauche se plie, l'autre s'allonge. Leonardo réalise ici une œuvre tout à fait touchante du point de vue relationnel qui n'a plus grand-chose à voir avec les madones réalisées dans l'atelier de Verrocchio ou avec la madone à l'œillet. Leonardo est en effet libre d'explorer sa propre approche, apporter une disposition des corps différente, un traitement plus étouffé de la lumière, un coloris sombre, ou encore un sentiment maternel plus affiché. Autant d'éléments qui permettent à l'œuvre de paraître plus naturelle. Il est bien indépendant en 1478, d'ailleurs 2 documents datant de janvier et de mars le prouvent. Ils indiquent que Leonardo a été choisi pour réaliser le grand retable de la Cappella San Bernardo du Palazzo Vecchio, le siège du gouvernement de Florence. Il s'agit donc d'une commande pour le moins prestigieuse, très certainement due aux relations de son père. Bien que Leonardo reçût d'après ses documents une avance de 25 ducats pour ce travail, rien ne nous permet de trouver trace du retable et par extension d'avancer qu'il l'a effectivement commencé.
Toutefois, cela ne l'empêcha pas de réaliser le portrait de Ginevra de' Benci, l'amante platonique de Bernardo Bembo et dame de la cour de Laurent le Magnifique, hautement estimée, dont la beauté et la valeur ont été vantées par de nombreux poèmes, parmi lesquels un se trouve être de Laurent le Magnifique lui-même. Ce tableau constitue sa première œuvre profane, et bien que beaucoup d'historiens pensent qu'il date des alentours de 1474-1476, rien ne saurait être plus incertain. Leonardo était encore à cette période l'élève de Verrocchio, et ce tableau rompt à n'en pas douter avec le traditionnel portrait toscan qui présentait le modèle rigoureusement de profil. Difficile d'imaginer que cet élève, qui n'était pas encore intervenu sur le baptême du Christ à ce moment, pouvait se permettre de briser un code aussi inscrit dans la tradition picturale, pour une personne de la cour des Médicis très appréciée, que cette commande a été uniquement adressée à lui et réalisée de ses seules mains, dans le contexte de l'atelier de Verrocchio. Or, l'exécution de l'œuvre lui appartient totalement, de nombreuses preuves permettent de l'attester. La présence d'empreintes, un traitement tout aussi attentif du paysage, et un visage encore mieux rendu que celui de l'ange du baptême du Christ. L'écrivain allemand Heinrich Heine le salua d'ailleurs en 1837. Ce visage était de ceux qui semblaient appartenir au royaume de la poésie plus qu'à la frustre réalité. De fait, la position de 3/4 du modèle la rend physiquement et psychologiquement plus présente. Mais ce choix, qui brise le code du portrait florentin, est sans doute dû à la volonté de l'amant platonique et commanditaire de l'œuvre lui-même, Bernardo Bembo. Après tout, ambassadeur de Venise à la cour de Charles le Téméraire en Bourgogne, cet homme a forcément été confronté au type de portrait en usage au nord des Alpes. Ce qui aide également à l'éloge de Heine est la technique beaucoup plus avantageuse mais largement moins utilisée en Italie à cette période de la peinture à l'huile, comme l'a soulevé Vasari. Dans l'art de la peinture à l'huile, il inventa un certain type d'ombrage grâce auquel les artistes d'aujourd'hui donnent beaucoup de relief et de vigueur à leur figure. Cette amélioration de Leonardo est déjà perceptible dans le visage de Ginevra. Malgré l'aspect un peu éteint de sa peau et de son expression, les ombres s'y déploient de façon assez douce et ne donnent pas l'impression d'être tranchées. Le contour de la joue à notre gauche, par exemple, est caractérisé par un léger filin lumineux et par l'ombre créée par le menton en dessous, afin que la joue ne se fonde pas avec le cou. Le cou lui-même n'est pas totalement plongé dans l'ombre, certaines zones sont plus claires que d'autres. En outre, malgré l'aspect très marqué des yeux, on observe au niveau de la bouche des lèvres traitées de manière assez moelleuse. Un certain flou commence à apparaître dans la peinture de Leonardo. Mais nous l'avons vu dans le baptême du Christ, l'une des distinctions de l'ange de Leonardo de celui de Verrocchio était la description moins précise de la chevelure et l'approche beaucoup plus sculpturale de Verrocchio à ce niveau. Or, les boucles de Ginevra sont ici très dessinées. L'explication principalement retenue et précédemment évoquée est que Leonardo était toujours dans l'atelier de Verrocchio au moment de la réalisation de ce tableau. Ce que nous avons déjà contredit. Parce que le modèle présente d'extraordinaires similitudes avec un buste que Verrocchio aurait achevé vers 1475, la Dame au bouquet. Cette hypothèse appuie donc le fait que le portrait de Ginevra de' Benci par Leonardo soit en quelque sorte la transcription de cette sculpture de Verrocchio en peinture. Le type de coiffure, la pose, la physionomie et l'expression constituent en effet un peu trop de coïncidences. De plus, on estime que ce tableau a été amputé de la moitié de sa hauteur initiale en raison de son mauvais état, et la partie inférieure a bel et bien été sciée. Ce qui implique que le portrait s'étendait au-delà de la poitrine et devait inclure les bras du modèle. Or, un dessin de la collection royale d'Angleterre constituerait le vestige supposé de la partie disparue de l'œuvre, et dans ce cas le rapprochement est encore plus flagrant. À la vue de toutes ces ressemblances, il paraît plus que probable que Leonardo a en effet été confronté au buste de Verrocchio, qu'il l'a sans doute dessiné et pris en exemple pour son portrait. Mais cela ne prouve pas que Leonardo était encore l'élève de Verrocchio. Quitter l'atelier pour un apprenti ne signifie pas ne plus jamais s'y rendre, ne pas conserver de bonnes relations avec son ancien maître et les élèves qui restent en formation. Botticelli, par exemple, que nous avons présenté, n'était déjà plus l'élève de Verrocchio lorsque Leonardo est entré dans l'atelier en 1469, et pourtant il continuait de le fréquenter. De surcroît, ce n'est pas la première fois, et certainement pas la dernière, nous le verrons, que Leonardo s'inspira des œuvres de son ancien maître. En effet, le meuble sur lequel est posé le lutrin présent dans l'Annonciation, par exemple, est très semblable à la sorte de sarcophage qui se trouve dans l'église San Lorenzo de Florence, qu'Andrea del Verrocchio réalisa en 1472 pour la famille Médicis. Et il serait bon de nous attarder ici sur ce sarcophage très important qui a été conçu à la demande de Laurent pour honorer la mémoire de son père Pierre et celle de son oncle Jean. Sur le socle, on peut lire en latin « Patri patruoque », ce qui traduit littéralement « donne père de la patrie ». C'est un fait d'une importance cruciale, car cette mention élève la condition sociale de la famille Médicis, qui ne sont pourtant à l'origine que de simples marchands et banquiers, aux ressources impressionnantes certes, mais tout de même de simples marchands et banquiers.
De plus, Florence est une république, comme nous l'avions expliqué. Elle n'a pas de maître clairement défini et les familles influentes se disputent tour à tour le pouvoir. Faire donc des Médicis les pères de la patrie revient donc à leur donner une légitimité, de leur faire revendiquer une certaine suzeraineté sur Florence, ce qui n'est pas du tout du goût de leurs opposants. Les familles qui se sentent lésées, comme au début de la domination de Laurent, lorgnent une fois de plus sur la position des Médicis. L'une d'elles, les Pazzi, va bénéficier de l'aide d'un personnage extérieur de Florence, le pape lui-même. L'Italie, de la chute de l'Empire romain jusqu'au XIXe siècle, n'est qu'une expression géographique, comme disait Metternich. La péninsule est jalonnée par de nombreux États indépendants qui se font la guerre, s'allient, et tous n'évoluent pas au même rythme technologique et artistique. Au XVe siècle, Florence est ainsi à peu près la seule cité à bénéficier pleinement de cette nouvelle ère qu'est la Renaissance. Rome, sous la domination des États pontificaux, est une ville encore très médiévale, aux rues anciennes et à l'insalubrité inquiétante. Le pape est un souverain au pouvoir temporel à l'époque, qui revendique toutes les autres terres en s'appuyant sur son rôle spirituel de premier ordre. Rien de moins que le premier serviteur de Dieu sur terre. Il promulgue des lois, lève des armées et remet en cause la politique des autres souverains d'Europe. Sixte IV est intronisé le 25 août 1471. Il ne supporte ni le prestige culturel de Florence, ni l'état de délabrement du siège de son gouvernement, et encore moins le fait que des marchands puissent devenir aussi, voire plus importants que lui. Il lance alors de grands travaux dans Rome, érige des bâtiments, invite des artistes, et surtout formant un complot avec les Pazzi dans le but d'éliminer les Médicis. 4 hommes sont principalement impliqués dans ce dernier. Girolamo Riario, le propre neveu de Sixte IV, Jacopo de' Pazzi, chef de la famille, et son neveu Francesco, jusqu'à l'archevêque de Pise, Francesco Salviati. Le 26 août 1478, en plein milieu de la cathédrale Santa Maria del Fiore, lors de la cérémonie de Pâques, eux et leurs soutiens fondent sur les cibles armés de poignards. Laurent parvient à s'enfuir dans la sacristie en attendant les renforts, mais son frère Julien, qui avait jusque-là la préférence du peuple de par sa nature aimable et sa figure plus avenante, tombe sous les coups des conspirateurs. Le traumatisme de l'événement sur les Florentins est tel que la foule se joint aux gardes dans la poursuite des assassins, qui sont rattrapés et capturés pour la plupart. La mort de Julien donne aux Médicis le rôle de martyr, et à Laurent la désormais totale approbation du peuple concernant le châtiment des conjurés, le contrôle de la ville et son opposition au pape. Si Jacopo de' Pazzi n'est apparemment pas pris vivant et que le neveu du pape réussit à s'enfuir, les autres sont pendus séance tenante au mur du Palazzo Vecchio. La vengeance de Laurent est impitoyable. Il fait inlassablement traquer les derniers responsables de la mort de son frère. L'un d'eux, le marchand Bernardo Bandini Baroncelli, qui avait tout de même réussi à fuir jusqu'à Constantinople, fut rattrapé, ramené à Florence et pendu de la même manière. Leonardo est témoin de cet événement qui sacre les Médicis à la tête de Florence. Bien que le complot ne fût pas totalement un succès, il permit au pape de déclarer la guerre à Laurent, une guerre qui tourne au désavantage des Toscans et lui redonne un certain poids politique et militaire. Rome jouit d'une nouvelle importance, et l'Italie tout entière bascule dans ce qui est désigné comme la Haute Renaissance. Toute cette histoire est extrêmement importante pour bien comprendre le fait que Leonardo ne bénéficie pas de commandes directes de la part de Laurent le Magnifique, malgré son portrait très réussi de Ginevra de' Benci. Les Médicis avaient sans doute mieux à faire. Quoi qu'il en soit, nous savons que Leonardo était en contact avec les Benci, puisqu'il était ami avec le frère de Ginevra, Giovanni. Si le portrait de Ginevra de' Benci ne lui ouvre pas totalement les portes qu'il désirait, il commence à avoir de bonnes relations avec des commanditaires de haut rang, dont les Benci, qui entretenaient des liens commerciaux très forts avec les Médicis. Leonardo gravite donc autour des Médicis et commence la réalisation de son Saint Jérôme dans un assez grand format. Une œuvre extrêmement émouvante dont nous ressentons presque immédiatement le caractère tragique. Le saint, retiré dans le paysage stérile d'un désert, saisit une pierre de sa main droite et frappe sa poitrine à répétition pour faire pénitence. Une automutilation encore plus forte lorsque l'on considère son apparence maigre et son visage émacié qui ne paraît pourtant pas meurtri, mais être un mélange de bonheur et de reconnaissance. Ce visage, on peut le rapprocher très facilement avec un dessin de Verrocchio réalisé pourtant 4 ans avant l'arrivée de Leonardo dans l'atelier. Personne ne doute que le Saint Jérôme a été réalisé pendant l'indépendance de Leonardo, alors que ce dernier s'est appuyé sur ce dessin beaucoup plus ancien que la Dame au bouquet pour composer son œuvre. L'inclinaison est la même, on retrouve une expression très apparentée, un regard levé vers le ciel, une attention toute particulière est d'apporter aux rides, aux muscles vieillissants et à la peau avachie. L'œuvre renoue encore une fois avec le goût de Leonardo pour les paysages montagneux, mais pas seulement. Elle nous renseigne sur le travail déjà établi du traitement de la lumière et sur son intérêt pour la physionomie extérieure du corps. Comme vous pouvez le voir, la composition est établie, les zones d'ombre et de lumière sont déjà fixées, la couche préparatoire prête à être recouverte par les couleurs. Cependant, Leonardo ne l'acheva jamais. Cet abandon est lié à la commande d'un autre retable représentant l'adoration des mages, destiné à l'autel principal de l'abbatiale San Donato in Scopeto.
Pour commencer, la composition de Leonardo diffère de celle habituellement adoptée par les autres artistes pour ce thème, comme présenté dans la version de Fra Angelico et Fra Filippo Lippi. Les rois mages se pressent à la rencontre de l'enfant, suivis par une cohorte de personnages assez bien ordonnés. Dans la version de Leonardo, les rois sont au premier plan et leurs suites viennent de derrière la Vierge à l'enfant. Ceci crée une logique narrative plus immersive pour le spectateur, car le parcours emprunté par les personnages passe dans les plans les plus éloignés de la composition et les met davantage en valeur, elle et son enfant, dans une situation centrale et pas relayée dans un côté. Il se peut que Leonardo ait été séduit par la version de Botticelli sur le sujet, qui se trouve aujourd'hui à Londres, où les protagonistes qui viennent rendre hommage à l'enfant sont vus de dos. Toujours est-il que cette disposition reste très chaotique, mais l'aspect narratif qui en résulte est défendable. En outre, la narration est encore plus plausible lorsque l'on remarque l'âne et le bœuf dans le dos de la Vierge. Leonardo faisait ainsi une connexion logique avec l'épisode précédent, la Nativité. Les ruines de l'ancien palais de David, particulièrement reconnaissables dans ce dernier dessin par rapport à la peinture finale, sont elles aussi mises à contribution par les personnages. Mais comme pour le Saint Jérôme, Leonardo n'acheva pas non plus cette œuvre, laissée à l'état préparatoire. Et pour cause, voici une partie du contrat imposé par les moines augustins. Leonardo, fils de Ser Piero da Vinci, s'est proposé en mars 1480 à réaliser la peinture d'un retable pour notre maître-autel qu'il s'engage à achever en l'espace de 24 mois, au plus tard dans les 30 mois. Au cas où il n'aura pas terminé ce travail dans ce délai, le travail effectué à la dite date nous sera acquis et nous sommes libres d'en disposer à notre guise. Il aura la charge de satisfaire lui-même aux achats de couleurs et d'or nécessaires, ainsi qu'à toute autre dépense pouvant résulter de ce travail. Il devra par ailleurs payer de ses propres ressources Monte delle Doti tout ce qui sera dépensé pour la dot de la fille de Salvestro di Giovanni, à concurrence de 150 fiorini di Suggello. Après lecture de ce contrat très exigeant, il paraît maintenant logique de savoir pourquoi Leonardo n'a jamais pu finir le retable de l'Adoration. Les contraintes étaient trop lourdes! Leonardo devait par exemple acheter lui-même les couleurs, ce qui en soi était déjà fort onéreux lorsque l'on songe à l'or mentionné. Et, par-dessus ces dépenses absolument vitales pour réaliser son travail, c'est-à-dire pour faire la peinture, rassembler la dot de la fille du donateur. Les obligations financières étaient trop nombreuses et s'adressaient davantage à un artiste déjà bien implanté, possédant un atelier qui lui aurait rapporté des revenus plutôt constants, comme celui de Verrocchio. Or, d'après les 2 articles annexés à ce contrat, on apprend que Leonardo s'est endetté seulement 4 mois plus tard auprès des moines pour acheter les matériaux et constituer le premier versement de la dot. Autant dire que la situation ne se serait jamais résolue, même avec 20 mois supplémentaires. Ces 3 œuvres, avec le retable non commencé de San Bernardo, sont les premières d'une longue série que Leonardo laissera réellement inachevée tout au long de sa carrière. Beaucoup ont tenté, au-delà des problèmes de la même nature que le contrat de l'adoration des mages, de donner d'autres raisons susceptibles de répondre à ce délaissement. L'artiste Gianpaolo Lomazzo souligne par exemple en 1590 « Ainsi, quand il commençait à peindre, on avait le sentiment qu'il était anxieux à toute heure, et pourtant il n'achevait aucune œuvre par conscience de la grandeur de l'art. Il trouvait des défauts jusque dans les choses où d'autres voyaient des merveilles. » On peut très certainement supposer d'une certaine tendance à la procrastination, c'est-à-dire la difficulté de se mettre au travail, ou du moins de finir ce que l'on a commencé, ce qui n'a rien d'étonnant au vu des innombrables domaines auxquels s'intéressait Leonardo. Une tendance qui peut s'allier, dans son cas, à l'idée selon laquelle l'artiste reste le prisonnier insatisfait de son obsession pour le perfectionnisme. Selon Goethe, jamais il ne se laissa aller à l'impulsion intérieure de son inestimable talent naturel. Jamais il n'accepta quelque trait arbitraire ou fortuit. Tout devait être pesé et réfléchi. Tout devait être à la fois naturel et rationnel. Un dernier point qui permettrait d'expliquer l'inachèvement de ses premières grandes commandes serait le fait qu'elles étaient toutes dues à son père, Piero da Vinci. Le retable non commencé de San Bernardo était de son initiative, car il avait usé de ses relations au Palazzo Vecchio. Le Saint Jérôme, partie centrale d'un retable qui devait se placer à la Capera Ferranti, dans la Badia Fiorentina, a probablement été commandé par l'intermédiaire de Piero da Vinci, car sa famille possédait une crypte dans cette église. Enfin, Piero da Vinci gérait les affaires du couvent de San Donato. Or, la relation n'était pas facile entre les 2 hommes. Si Piero da Vinci ne s'est jamais opposé à la carrière de son fils et l'a même plutôt soutenu en lui décrochant ses commandes ou en l'envoyant dans l'atelier le plus prestigieux de Florence, Leonardo vivait mal le fait d'être un enfant illégitime, de ne pas pouvoir avoir accès aux études qu'il aurait voulu suivre, d'être assez mal vu de sa seconde belle-mère, de ne pas avoir connu sa mère. D'un point de vue purement professionnel, peut-être s'est-il aussi senti lésé de ne pas s'attirer de son seul fait des commandes. Peut-être était-il également déçu de ne pas être déjà au service des Médicis. À ce propos, il faut souligner que Laurent le Magnifique, en tant que client régulier de l'atelier de Verrocchio, s'y rendait de temps à autre, ne serait-ce que pour vérifier l'avancement des commandes qu'il avait déjà passées. Il n'est pas impossible qu'il ait perçu, à l'occasion d'une visite, la personnalité instable du jeune Leonardo.
Doué, certes, mais toujours curieux, toujours distrait, les 3 œuvres inachevées de Leonardo ne pouvaient que venir confirmer ses doutes. Laurent le Magnifique ne lui donnerait jamais sa chance. Leonardo était encore jeune, résolu à vivre de lui-même. S'il ne pouvait obtenir la place qu'il désirait à Florence, il irait la chercher ailleurs. Il se procura des livres d'ordre militaire et, après les avoir étudiés, adressa à Ludovic Sforza, duc de Milan, cette lettre pour se présenter et espérer ainsi une place à sa cour. Ayant, très illustre seigneur, vu et étudié les expériences de tous ceux qui se prétendent maîtres en l'art d'inventer des machines de guerre, et ayant constaté que leurs machines ne diffèrent en rien de celles communément en usage, je m'appliquerai, sans vouloir faire injure à aucun, à révéler à votre excellence certains secrets qui me sont personnels, brièvement énumérés ici. J'ai un moyen de construire des ponts très légers et faciles à transporter pour la poursuite de l'ennemi en fuite. D'autres plus solides qui résistent au feu et à l'assaut, et aussi aisés à poser et à enlever. Je connais aussi des moyens de brûler et de détruire les ponts de l'ennemi. Dans le cas d'investissement d'une place, je sais comment chasser l'eau des fossés et faire des échelles d'escalade et autres instruments d'assaut. Si par sa hauteur et sa force la place ne peut être bombardée, j'ai un moyen de miner toute forteresse dont les fondations ne sont pas en pierre. Je puis faire un canon facile à transporter qui lance des matières inflammables, causant un grand dommage et aussi grande terreur par la fumée. Au moyen de passages souterrains, étroits et tortueux, creusés sans bruit, je peux faire passer une route sous des fossés et sous un fleuve. Je peux construire des voitures couvertes et indestructibles portant de l'artillerie et qui, ouvrant les rangs de l'ennemi, briseraient les troupes les plus solides. L'infanterie les suivrait sans difficulté. Je peux construire des canons, des mortiers, des engins de feu de forme pratique et différents de ceux en usage. Là où on peut se servir de canons, je puis les remplacer par des catapultes et des engins pour lancer des traits d'une efficacité étonnante et jusqu'ici inconnue. Enfin, quel que soit le cas, je puis trouver des moyens infinis pour l'attaque. S'il s'agit d'un combat naval, j'ai de nombreuses machines de la plus grande puissance pour l'attaque comme pour la défense. Vaisseaux qui résistent au feu le plus vif, poudre et vapeur. En temps de paix, je puis égaler, je crois, n'importe qui dans l'architecture, construire des monuments privés et publics, et conduire l'eau d'un endroit à l'autre. Je puis exécuter de la sculpture en marbre, bronze, terre cuite. En peinture, je puis faire ce que ferait un autre, quel qu'il puisse être. Et en outre, je m'engagerai à exécuter le cheval de bronze à la mémoire éternelle de votre père et de la très illustre maison des Sforza. Et si quelqu'une des choses ci-dessus énumérées vous semblait impossible ou impraticable, je vous offre d'en faire l'essai dans votre parc ou en toute autre place qu'il plaira à votre excellence, à laquelle je me recommande en toute humilité. Les élégantes tournures de phrases nous incitent à penser qu'il engagea un lettré, qui arrangeait ses idées et les recomposait pour convenir au prestigieux destinataire qu'il visait. Après tout, cela n'est pas impossible, lui qui n'était jamais allé dans une université ne pouvait risquer de faire une mauvaise impression. Il quitte Florence en direction du nord, à tout juste 30 ans.